Bonjour, j'espère que vous vous portez tous bien. Je suis Hawa Diallo, responsable hygiène publique pour la zone Afrique de l'Ouest et centrale pour Syngenta. J'ai le plaisir de vous souhaiter à chacun de vous la bienvenue à cette expérience, ce partage d'expériences organisé par Syngenta avec Goodbye Malaria. Le thème d'aujourd'hui se porte sur comment repenser la pulvérisation ou aspersion intradomiciliaire en période de COVID-19, une approche pratique. Nous sommes tous d'accord que la COVID-19 a eu un grand impact sur nos vies respectives et continue de se propager partout dans le monde. Il est même en train de ressurgir dans plusieurs pays avec de nouvelles vagues de contamination. Notre système de santé sont concentrés sur comment combattre la COVID-19. Mais en cette période sans précédent, nous ne devons pas perdre de vue le défi permanent en Afrique qui reste la lutte contre le paludisme ou la malaria et qu'elle ne soit pas ignorée en ces temps difficiles. En tant que communauté, nous devons être engagés dans la prévention contre le paludisme, mais aussi à assurer un environnement sain et sûr pour les travailleurs en première ligne et tous ceux qui sont impliqués dans cette lutte. J'espère vivement qu'avec cet événement que nous organisons aujourd'hui, nous aurons clairement des orientations techniques de comment nous pourrons continuer à exceller dans la lutte antivectorielle et plus précisément dans la pulvérisation intradomiciliaire. Avant d'aborder l'agenda d'aujourd'hui, je tenais à rappeler quelques règles de base d'un webinaire. Premièrement, tous les participants sont en mode muet et les caméras sont toutes désactivées. Si vous avez des questions, écrivez-les dans l'espace de questions et réponses et nous les aborderons à la fin ou par écrit ultérieurement. S'il y a des problèmes techniques, veuillez les écrire dans l'espace de discussion. Ce webinaire est en cours d'enregistrement. Profitez bien de ce webinaire. Sans plus tarder, voilà notre agenda d'aujourd'hui. Le premier intervenant est Dr. Roch Ekpong. Dr. Roch va nous parler de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire dans un contexte de pandémie au COVID-19, le cas du Bénin. Ensuite, Dr. Dadi Christian Kang va nous parler de l'organisation des opérations de pulvérisation ou aspersion intradomiciliaire, les défis et impacts sur le site de Trévali-Perkoa, le cas du Burkina Faso. Ensuite, Robert Ba va partager avec nous les importantes mesures de sécurité pour les opérations de pulvérisation intradomiciliaire. Madame Laure Petit nous parlera des nouvelles approches pour la planification et formation du programme de pulvérisation intradomiciliaire. Et enfin, Jenab Jacob va parler de la pulvérisation intradomiciliaire durant cette pandémie. Et le dernier point sera la session de questions et réponses. Merci. Je vais maintenant introduire notre premier intervenant, qui est Dr. Roch Ekpong. Donc, Dr. Roch est entomologiste médical. Il est chercheur associé au Centre de recherche entomologique de Cotonou, le CREC. Il mène depuis plus de 10 ans des recherches sur les outils de lutte antivectorielle et a beaucoup travaillé sur l'efficacité des insecticides en pulvérisation ou aspersion intradomiciliaire. Il est actuellement le chef de service lutte antivectorielle au Programme national de lutte contre le paludisme du Bénin. Dr. Roch, vous avez la parole. Merci. Ah oui, merci beaucoup. Ce soir, j'ai le plaisir donc de partager donc l'expérience de mise en œuvre de la pulvérisation intradomiciliaire dans le contexte COVID au Bénin. Et je voudrais remercier tout particulièrement toute l'équipe de l'organisation donc de ce webinaire et tous les participants pour leur disponibilité. Et je suis sûr qu'on fera de très belles échanges. Et donc, ma présentation suivra le plan que voici. Je vais présenter donc le contexte de mise en œuvre de la campagne de pulvérisation en relation avec la situation COVID au Bénin. Et j'aborderai donc les adaptations mises sur place relativement donc à ce contexte sanitaire. Après, je vais présenter quelques statistiques de la campagne, partager des points forts, mais aussi des challenges et finir donc par des recommandations. Diapo, donc je voudrais déjà rappeler que comme dans la plupart des pays au sud du Sahara, actuellement la pulvérisation intradomiciliaire constitue une stratégie capitale de lutte antivectorielle au Bénin, en ce sens qu'elle permet donc de réduire
la population des vecteurs, leur longévité et de ce fait contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme. Et il faut dire qu'au Bénin, actuellement, 2 zones sanitaires bénéficient donc de cette stratégie, 2 zones sanitaires situées au nord du Bénin et ici en rouge sur la carte. Et pour cette campagne, nous avons utilisé 2 insecticides. Il y a le Fludora Fusion, mais il y a aussi l'actélique qui a été utilisé dans une aire géographique donnée. Et cette année, donc, le Bénin a mis en œuvre l'APID entre le 13 avril et le 2 mai. Et déjà à la veille, donc, en ce moment, je veux dire, il y a déjà la pandémie qui a touché le monde et le Bénin aussi a déjà enregistré quelques cas. Diapo, à telle enseigne donc qu'à la veille de la campagne, le Bénin enregistrait déjà je pense, 36 cas officiels. Et donc, comme je le disais, à la veille, le Bénin enregistrait 36 cas officiels donc, de COVID. Et la plupart donc, de ces cas étaient des cas allochtones, donc des sujets ayant récemment quitté un pays endémique. Et ces cas, la plupart de ces cas étaient concentrés donc, au sud du pays. Et donc, ce qui a amené le gouvernement à installer un cordon sanitaire pour éviter les flux les voyages donc, entre le sud et le nord du pays. Il y a la possibilité peut-être que je partage mon écran. Bon, on peut aller. Donc, ce contexte sanitaire a sans nul doute amené donc, à adopter donc, des mesures pour quand même pouvoir poursuivre la campagne malgré le contexte COVID. Et donc, déjà, comme adaptation, on a révisé le nombre de jours de mise en œuvre qui était initialement de 26. On a pu tenir la campagne en 20 jours. Au niveau des formations des acteurs, il y a la mise en place donc, des mesures de protection contre la COVID-19 sur tous les sites de formation. Et plus spécifiquement, il s'est agi donc de démultiplier les sessions de formation afin de réduire le nombre de participants par session et le choix des salles respectueuses de la distanciation donc, physique d'au moins 1 mètre entre les participants et pas plus de 20 participants pour des salles prévues pour garder 40 personnes. Donc, toujours au niveau donc, des adaptations mises sur place, au niveau des formations, il y a l'installation donc, du dispositif de lavage de mains sur tous les sites et le lavage systématique des mains avant accès aux salles de formation. Il y a la disponibilité et l'usage à volonté donc, de gel hydroalcoolique sur tous les sites de formation. Et puis, avant la formation, on a délivré un module particulier consacré donc, et au comportement recommandé contre la COVID-19. Et là, vous voyez par exemple un site, et là, c'est déjà la mise en œuvre. C'est sur un site opérationnel. Il y a ce dispositif-là sur tous les sites. C'est un dispositif donc, local, fabriqué localement, je veux dire, donc de lavage de mains. Et toujours au niveau de la phase opérationnelle, il y a la création donc, de piquetage sur les sites de regroupement des équipes pour faire respecter la distanciation sociale. Donc, de quoi il s'agit? Il y a des piquets qui sont placés et chaque opérateur sur le site doit pouvoir être à côté d'un piquet. Du coup, ça impose la discipline et la distanciation sociale. Et il y a la réduction donc, du nombre de personnes par bus lors du transport des opérateurs. Et donc, les bus sont décongestionnés, transportent moins de personnes. Et il y a le lavage des véhicules et le nettoyage des sièges avec des désinfectants à la fin de chaque journée et le port obligatoire de masques sur les sites, même au repos. Au niveau de la communication, nous avons eu à organiser de diverses émissions radiophoniques en vue de diffuser les plans de déploiement et de mobilisation et de mobiliser les populations bénéficiaires de la PID. Il y a la création de beaucoup de groupes WhatsApp intégrant les opérateurs et les superviseurs à tous les niveaux pour juguler les difficultés au fur et à mesure de l'opération. Bon, ici, c'est quelques statistiques, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'était même des résultats primaires. Il faut dire que globalement, dans les 2 zones sanitaires précédemment citées,
on a eu à faire un taux de couverture de 93,4% contre un objectif initial qui était donc de traiter au moins 85% des structures éligibles trouvées. Quelques points forts donc, de cette campagne, c'est le démarrage à temps qui a permis d'avoir moins de difficultés pour accéder à certaines zones très difficiles d'accès après les pluies. Il y a la prise en compte des mesures barrières contre la pandémie de COVID-19 dans l'organisation des activités sur le terrain. Et il y a une bonne communication qui a favorisé moins de refus. Chaque site opérationnel a bénéficié chaque jour d'une supervision nationale pour la mobilisation matinale où on revient sur les gestes barrières. Tous les villages ont bénéficié donc de la présence d'un opérateur provenant au moins de leur village, une bonne acceptation donc des produits utilisés à cause d'absence d'odeur. Et il y a l'implication conjointe des acteurs à la base dans la mobilisation des villages, les chefs d'arrondissement, et puis tous les acteurs donc, du système. Il y a remarquablement un bon accompagnement donc, du gouvernement et l'autorisation à traverser le cordon parce que, comme je le disais plus haut, il était venu à un moment où on n'avait pas la possibilité, sans avoir une autorisation, donc, et on n'avait pas la possibilité de traverser tout le pays, de quitter le sud pour le nord. Et donc, le gouvernement a favorisé une autorisation spécifique pour tous les acteurs du niveau national qui devraient être appelés à aller sur les zones sanitaires de mise en œuvre. Il y a la couverture des villages et hameaux n'ayant jamais bénéficié de la PID auparavant. Et ceci est salutaire à cause d'une particularité de cette campagne qui est l'imagerie satellitaire qui a révélé des hameaux qui étaient très cachés et qui étaient inaccessibles auparavant. Il y a la bonne mobilisation matinale et départ assez tôt observé sur tous les sites pendant la campagne. Et donc, à côté quand même de ces points forts, il y avait quelques challenges qui méritent aussi donc d'être énumérés. Il s'agit donc de l'exode de certains ménages vers les fermes pour des travaux champêtres, ce qui occasionne des absences. Et cette année particulièrement, le Bénin mettait en œuvre de façon concomitante la campagne PID et même aussi la campagne MILD. Et puis les mêmes acteurs, surtout au niveau de la supervision, étaient partagés entre les deux campagnes. C'était une difficulté. Il y a l'augmentation du trafic pour le transport des opérateurs, du fait qu'on ait réduit le nombre d'autopées par bus et l'existence quand même encore de quelques cas de refus. Pour finir, je dirais donc que la COVID et le palud constituent une double peine pour le continent africain et le pronostic pourrait être plus sombre si rien n'est fait. Et c'est pourquoi il est nécessaire et même, je dirais, impératif de continuer la mise en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme, même dans le contexte COVID. Je vous remercie et je remercie tous les acteurs qui ont favorisé cette mise en œuvre, les partenaires techniques et financiers, VectorLink et tous les autres acteurs. Je vous remercie. Merci, Dr. Roch, pour le partage de l'expérience du Bénin, que je rappelle qui a été un grand succès en matière de respect des gestes barrières. Je vais introduire le prochain intervenant qui est Dr. Dadi Christian Kan. Dr. Kan est médecin de travail chez Trevali Perquois, certifié ACLS, PHTLS, IGC Neboche, Bosiette et UET. En charge du programme de lutte contre le paludisme et contre les nuisibles à Trevali Perquois. Donc, Trevali Perquois est une mine de zinc située à Réau, au Burkina Faso, plus précisément en Afrique de l'Ouest. Dr. Kan, vous avez la parole. Merci. OK, je disais que je remercie Awa de me passer la parole et je remercie aussi le groupe Syngenta et tous les partenaires qui ont permis que ce webinaire soit possible. Donc, j'ai l'honneur de présenter sur l'organisation des opérations de la pulvérisation intradomiciliaire, les défis et impacts sur le site de Trevali Perquois, donc dans cette période de coronavirus. Alors, donc, à partir du mois de mars, donc avec l'arrivée de la
pandémie de coronavirus, donc nous avons mis en place une procédure de prévention et de gestion de l'infection à coronavirus dans nos opérations. Et à partir de mi-mars, donc un des travailleurs, après avoir passé quelques jours sur le site, a été diagnostiqué positif au COVID-19, donc à Ouagadougou. Donc vous imaginez que cela a affolé certainement les travailleurs. Et donc, à partir de ce moment, on a décidé au niveau de la direction de vraiment renforcer le contrôle de l'accès au niveau du site par l'isolation de tous les travailleurs pendant 2 semaines chez eux, et avec remplissage obligatoire d'une feuille de surveillance de symptômes. Et ensuite, ils obtenaient une autorisation d'accès au site. Alors, cela nous a amené à retenir chez eux tout le personnel non essentiel, donc hors du site. Et la conséquence logique, c'est que cela a amené la suspension de certains services, dont celui des opérations de pulvérisation intradomiciliaire. Également, la rotation du personnel essentiel a été allongée à globalement 1 mois sur site et 1 mois hors site. Donc, cela signifie qu'il y a eu une population plus importante de travailleurs sur le site, donc une population de travailleurs plus exposés au paludisme avec l'arrêt des opérations de pulvérisation intradomiciliaire. Et à partir de mai, avec les premières pluies, nous avons assisté à une pullulation de moustiques. Donc, nous avons la reprise des opérations de pulvérisation intradomiciliaire s'est imposée. Donc, nous avons repris à partir du mois de juin. Alors, quels ont été les impacts possibles de cette situation sur notre population de travailleurs et sur nos statistiques et nos objectifs en termes de paludisme? Donc, donc, sur cette diapo, vous voyez donc une représentation de la répartition des cas de paludisme chez nos patients résidents et non résidents donc, au camp. Parce que sur le camp, il faut que je rappelle que c'est là où nous avons des opérations de pulvérisation intradomiciliaire et les travailleurs, la majorité des travailleurs qui résident hors de notre site sont dans des aires où il n'y a pas d'opération de lutte contre le paludisme par la pulvérisation intradomiciliaire. Donc, vous voyez là, nous faisons chaque année une comparaison entre l'année précédente et l'année en cours. Et vous pouvez voir que les mois de février, mars et avril, alors on va s'intéresser à ce qui est représenté en bleu, donc les cas de paludisme chez les résidents, et en 2020 et en 2019, les cas de paludisme chez les résidents, donc les couleurs bleues et couleurs jaunes qui nous intéressent. Donc, les mois de février, de mars, avril, mai, voire jusqu'à juin, en général, nous n'enregistrons pas de cas avec l'aide des opérations de pulvérisation intradomiciliaire. Mais vous remarquerez qu'à partir de juin, juillet, août et même septembre, les cas commencent à augmenter. Et ce qui nous a un peu tiqué, c'est que, bon, ça ne nous surprend pas, c'est qu'il y a donc à partir du mois d'août, septembre, vous voyez qu'il y a une inversion des tendances. Donc, on a plus de cas de paludisme chez les résidents en 2020 qu'en 2019, donc la couleur bleue. Donc, nous pensons que cela s'explique par le fait que nous avons suspendu à un moment nos opérations. Donc, ça a permis la pullulation de moustiques, ça a favorisé ça. Et puis, le fait que la COVID a entraîné une augmentation de la population des travailleurs résidents sur site pendant cette période,
Donc, la conséquence, donc, comme je le disais tantôt, c'est une inversion des tendances des cas de paludisme, avec plus de paludisme chez les résidents en 2020 qu'en 2019. Et même que chez les non-résidents, il y a une partie où on a eu des mois où on a pu avoir plus de paludisme chez les résidents que chez les non-résidents. Et donc, nos objectifs de réduction de cas de paludisme sur le site donc, se trouvent compromis face à cette situation-là. Donc, voilà en gros ce que je voulais partager avec vous sur l'impact que la pandémie de coronavirus a pu avoir sur notre population de travailleurs et également sur nos statistiques. Je vous remercie pour votre attention et je remercie une fois de plus le groupe de m'avoir permis de prendre la parole pendant ce webinaire. Merci, Dr. Kang, d'avoir partagé les défis et les impacts qu'ont eu la COVID-19 sur votre site Trevali Perquois au Burkina Faso. J'espère que la connexion va s'améliorer. Je vais introduire le prochain présentateur qui est David Robert Ba. David Robert Ba est consultant en santé publique. Il mène des recherches et des plaidoyers sur le paludisme en mettant l'accent sur la pulvérisation ou aspersion intradomiciliaire et toutes les activités de lutte antivectorielle du paludisme au niveau du lieu de travail et de la communauté pour les sociétés minières en Afrique depuis plus de 10 ans. L'expérience des pays comprend l'Afrique de l'Ouest et centrale, entre autres le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la République démocratique du Congo, le Niger et enfin la Guinée. Robert, je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Awa. Je vais vous présenter les mesures de sécurité pour les opérations de pulvérisation intradomiciliaire, notamment dans cette période de Covid. Mais tout d'abord, il faut replacer le contexte. Nous avons le paludisme, déjà, c'est un fardeau important avant le Covid. Et ces fardeaux-là, c'est déjà 54% de la population mondiale qui est touchée. Et cette grande majorité de population qui est touchée se trouve en Afrique. Il faut aussi savoir que le fardeau du paludisme, c'est un impact économique important. C'est environ 12 milliards de dollars qui est estimé. Nous avions déjà un défi sur les résistances aux médicaments et aux insecticides. Et nous avions également une faible couverture des stratégies d'intervention recommandées. Il y avait également le défi du vaccin qui tarde à venir, un vaccin fiable qui tarde à venir. Et quand on voit tout ce qui est mis en branle pour trouver un vaccin pour la COVID, bon, on souhaiterait également que ça puisse se faire au niveau du paludisme. Nous avons également comme défi les systèmes de santé publique qui sont très faibles. Alors, au niveau des nouveaux défis, depuis l'avènement de la COVID-19, c'est déjà la peur d'être infecté, qui se ressent un peu partout et qui ralentit les opérations. Nous avons les systèmes de santé qui étaient faibles, commencent à être débordés et à bout de souffle. Nous avons également un problème au niveau de la concurrence sur les ressources financières, humaines et logistiques, ainsi qu'un impact certain sur les opérations logistiques et opérationnelles, notamment avec les nouvelles normes qui amènent des surcoûts et des retards des opérations. Alors, en résumé, il y a un grand risque d'augmentation de cas de paludisme si rien n'est fait. Alors, et pour cela, il faut donc repenser la manière de travailler, la manière de fonctionner au niveau de toutes les opérations. Et nous savons que la plupart des opérations sont demandeuses de nombreuses réunions, de nombreuses formations et de nombreuses activités qui, sur le terrain, amènent les gens à se côtoyer. Et pour cela, il faut mettre en place de nouvelles mesures. Ces mesures-là sont lesquelles? C'est déjà, lors des réunions, de choisir un lieu de réunion approprié, bien aéré et désinfecté après chaque réunion. Il faut également porter le masque. Il doit être obligatoire pour tous les participants. Il faut également mettre en place des stations de lavage des mains. Il faut également contrôler les températures, observer une distanciation physique en tout temps et en tout lieu,
prioriser un maximum de 50 personnes par réunion. Il faut également mettre en place un registre de présence quotidienne avec peut-être l'insertion d'une colonne pour l'enregistrement des températures et des contacts. Alors, au niveau de la sécurité des programmes d'entraînement pré-saison, il faut en plus des EPI complets qui sont déjà en vigueur, mettre en place des stations de lavage des mains, comme je l'ai dit auparavant. Il faut également recommander un maximum de 15 opérateurs, refondre un peu le système logistique au niveau des véhicules de transport. Il faut également réduire le recrutement de personnel sur les longues distances. Enfin, il faut également envisager des initiatives stratégiques communautaires basées sur la communication de prévention sur la COVID au profit des communautés. Alors, au niveau opérationnel, il faudrait effectivement que tous les agents portent leurs EPI correctement. Il faut fournir à tout le personnel des désinfectants ou du savon, réduire les équipes à une taille maximum plutôt de 15 personnes. Il faut maintenir la distanciation physique pendant le transport du personnel. Alors, au niveau de la logistique, il faut envisager d'utiliser des motocyclettes, des bicyclettes, des véhicules de plus petit calibre. Bon, je sais que c'est déjà fait au Burkina, qui est le pays de la bicyclette, mais peut-être dans d'autres régions en Afrique, il faudrait penser à aller sur ce genre de logistique. Enfin, il faut, au niveau de l'activité de suivi et d'évaluation, il faut un suivi des opérations sur le terrain pour observer les recommandations de sécurité COVID, en plus de tout ce qui était fait auparavant, c'est-à-dire le maintien de la distanciation physique, le port des masques et la désinfection des mains. Voilà. Voilà succinctement ce que je pouvais présenter sur les mesures de sécurité en cette période de COVID-19. Je vous remercie. Merci Robert pour ces importants rappels des mesures de sécurité à adopter lors des campagnes de pulvérisation intradomiciliaire en ce contexte COVID-19. Donc, je pense que nous allons introduire notre prochain intervenant, Laure Petit. Laure Petit occupe le poste de coordinatrice des opérations de Fura Zelo Limited, succursale de Nandos au Mozambique, à Maputo. Laure est le contact clé dans le pays pour tous les projets de Nandos. Avec 20 ans d'expérience en hôtellerie et restauration, elle met un point d'honneur à être très organisée et a pour objectif premier d'impacter les individus. Sa passion pour les gens, apprendre, leadership et la durabilité et toujours sortir de sa zone de confort a convaincu Bobby Bozin, fondateur de Nandos et cofondateur de Good My Malaria, de la laisser créer et intégrer tous ses projets au Mozambique. GBM, Ciao Ciao Malaria, Mazamba, qui est une exploitation agricole de piment peri-peri. Fura Zelo, musique et culture et Peri Adventure. Étant la seule employée à temps complet vivant à Maputo, elle est collaboratrice essentielle pour construire et développer les relations professionnelles et gérer les opérations. Donc, Laure, à toi. Merci. Merci Awa, bonjour à tous. Donc pour commencer cette présentation, il est important de dire qu'elle est basée dans la situation contextuelle et notre expérience au Mozambique. Donc en introduction, on peut dire que la pandémie du Covid-19 a généré des disruptions sur les programmes de lutte des maladies. Le pic de la pandémie qui est prévu de coïncider avec le début de transmission de la malaria dans les pays subsahariens, ce qui rend la lutte contre la malaria encore plus importante que les autres années. Il est critique pour les pays africains de protéger les gains acquis par les contrôles de la malaria pendant cette période, en assurant que les activités de la lutte antivectorielle contre le paludisme continuent. La pandémie actuelle du Covid-19 a rendu la planification et la préparation des activités beaucoup plus lentes et plus compliquées et demande une approche plus pratique et flexible adaptée aux changements de conditions sur le terrain. Merci. Donc, on va commencer par la planification pré-intervention. Donc, la planification de n'importe quelle campagne de pulvérisation détermine son succès.
Cette année, la planification avancée du programme sera la clé pour accommoder les délais aux frontières et aux ports et surtout les ruptures de stock des équipements de protection personnelle. Les commandes de tous les équipements d'application ainsi que les insecticides doivent être passées beaucoup de temps au début, avant la ronde de pulvérisation, pour pallier à tout délai qui pourrait survenir. Le planning de la PID doit être aligné avec les lignes directrices du Covid-19, locales et internationales, ainsi que Covid SOP approuvé par le gouvernement et requis pour la standardisation des mesures de sécurité de chaque lieu de formation. En ce qui concerne la formation, la régulation du Covid limite les déplacements entre régions et districts, ainsi que le nombre de personnes autorisées à se rassembler, comme on l'a dit précédemment, maximum 50 personnes. Ceci affecte directement les formations, surtout quand de grands centres de formation étaient utilisés dans le passé. La décentralisation de la formation rapide au niveau des districts est requise et des infrastructures basiques telles que l'eau courante, les installations sanitaires ainsi que les murs de pulvérisation doivent être accommodés. Les murs ont été notre plus grande innovation cette année avec des installations de 60 mètres linéaires de murs amovibles, si on peut dire, disponibles pour chaque centre. Le personnel PID ayant déjà une expérience devrait être privilégié lors du recrutement pour réduire le nombre de jours de formation nécessaires. Et chaque centre de formation doit être muni d'une station Covid où la température du personnel est prise et enregistrée. De même, toutes les précautions contre le Covid doivent être suivies et monitorées, telles que le port de masque, la désinfection des mains et le respect des distances sociales. Donc, comme vous pouvez voir sur les photos, sur la photo de gauche, donc les respects des distances sociales durant la formation théorique. Chacun est à plus d'1,50 m de distance. La photo du milieu, c'est au niveau des centres de formation toujours, avec la prise de température le matin et enregistrement. Et bien sûr, la désinfection des véhicules à l'entrée de chaque centre. Voilà, donc vous pouvez voir sur la photo de gauche les murs de formation mobiles ou amovibles qui ont été fabriqués spécialement pour cette année, pour cette situation. Donc 60 mètres linéaires par centre et nous avons 72 centres maintenant. OK, en ce qui concerne la pré-intervention ici et la sensibilisation de la communauté. Donc, l'information avant l'intervention, l'éducation et la communication, ce qu'on appelle donc ici AICI, ainsi que la sensibilisation de la population dans les communautés vont être les points critiques dans toutes les interventions de la lutte contre la malaria pendant la pandémie. Toute communication, telle que les messages, les matériels visuels utilisés devront être adaptés et inclure toutes les informations sur le Covid dans le but d'instruire les communautés ciblées sur l'importance de la lutte contre le paludisme durant la pandémie du Covid. Comme nous allons voir maintenant, donc diapo. Voilà, donc comme vous pouvez voir sur les brochures et les posters, donc il est important de montrer les distances sociales, le lavage des mains, le port des masques, pour que les communautés comprennent l'importance des régulations gouvernementales et en même temps sans amoindrir le message de la lutte contre la malaria. Voilà, et enfin, donc la protection des opérateurs, des responsables d'équipe, des agents de terrain, des responsables de district et des responsables régionaux doivent être notre priorité pendant la prochaine saison. Surtout quand les personnes les plus expérimentées dans nos équipes sont aussi les personnes les plus âgées. Le profilage par âge du personnel doit être mis en place et toute personne de plus de 60 ans ou personnes avec comorbidité doivent être mises à l'écart de la première ligne sur le terrain. Toute personne avec quelques symptômes Covid doivent s'auto-isoler dès que possible pour prévenir la propagation du Covid. Et le transport du personnel de PID sur le terrain doit être repensé pour adhérer aux mesures de distanciation sociale. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Laure, pour ces nouvelles approches sur la planification et formation de la pulvérisation intradomiciliaire en période de pandémie du Covid. Notre prochain intervenant est Jenab Jacob. Jenab est responsable du programme technique du programme President Malaria Initiative Vector Link, mise en œuvre par APT Associates.
Au niveau du projet VectorLink, Jenab est responsable de la gestion au quotidien des programmes du Burkina Faso, du Bénin et de Madagascar. Elle travaille également en tant que directrice de projet sur le projet Malaria Zero Haïti, ARS. Elle est basée au siège d'APT aux États-Unis. Jenab, à toi, merci. Merci beaucoup, Awa. Bonjour et bonsoir à tout le monde en fonction de là où vous vous trouvez. Et donc, ma présentation va se faire le focus sur la pulvérisation intradomiciliaire durant la pandémie. Et donc, comme contexte, le projet PMI VectorLink est un projet de 5 ans qui est financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, donc l'USAID, et cela à travers l'initiative du président contre le paludisme. Et le projet VectorLink fonctionne dans 24 pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu'au Cambodge et en Amérique latine. Et donc, le principal objectif du projet PMI VectorLink est d'équiper les pays afin qu'ils puissent planifier et mettre en œuvre une lutte anti-vectorielle intégrée, y compris la mise en œuvre sûre et rentable des projets de pulvérisation intradomiciliaire, la conduite des activités de surveillance entomologique, ainsi que le soutien au déploiement des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et donc, durant la pandémie du COVID-19, le projet VectorLink a continué ses activités, notamment dans la planification et la mise en œuvre de l'APID dans 10 pays en total. Et ces pays représentent le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, Sénégal, l'Éthiopie, l'Ouganda, la Tanzanie, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Zambie. Et il est à noter aussi que le projet continue la planification des activités de PID pour les prochaines campagnes de pulvérisation. Et donc, la mise en œuvre des activités ARS ou PID est rendue possible grâce à l'achat et à l'utilisation de 3 principaux insecticides, qui sont les organophosphorés, donc l'actélique, les néonicotinoïdes, dont SumiShield, et aussi la combinaison clothianidine et deltamétrine, dont le Fludorafusion, qui sont tous achetés à travers Syngenta pour l'actélique, Sumitomo pour le SumiShield et Bayer pour Fludorafusion. Et donc, il est très important de noter que la mise en œuvre des activités de pulvérisation intradomiciliaire nécessite une coordination étroite avec les parties prenantes dans chaque pays. Et donc, le projet en général bénéficie de l'engagement et du soutien dédié des parties prenantes dans le pays, dont PMI, l'USAID, les partenaires nationaux et aussi le gouvernement dans chacun des pays. Et dans cela, à travers la coordination étroite avec les autorités administratives et sanitaires, ainsi qu'avec les dirigeants locaux pour répondre aux questions, aux préoccupations et aussi relever certains défis. Et donc, certaines des mesures que nous avons mises en place au niveau du projet lors de la pandémie du COVID-19 incluent les réunions et les formations à distance lorsque la présence physique lors des réunions ou des formations n'était pas possible ou était très limitée. Et donc, certaines des formations que nous avons eues à faire virtuellement représentent la formation des formateurs, la micro-planification, les réunions de plaidoyer, et tout cela à travers certains outils technologiques tels que Zoom, WebEx, Google Hangouts, WhatsApp, en fonction de l'outil qui marche dans les pays. Et donc, le projet aussi a mis en place dans chaque pays un plan de gestion des risques basé sur les lignes directrices de l'OMS avec des mesures d'atténuation. Et aussi, la supervision étroite des activités de pulvérisation par les homologues gouvernementaux au niveau national et du district était un aspect clé lors de la pulvérisation dans chacun des pays. Et cela nous a permis au projet de vérifier ou de se rassurer que les mesures que nous avions mises en place lors des activités étaient en effet respectées. Alors, lors des formations, le projet s'est rassuré que les formations étaient adaptées aux petits groupes. Et donc, avec la distanciation de 1 mètre à 2 mètres,
nous nous sommes rassurés qu'il y a eu une distance bien grande entre tous les participants afin d'éviter les risques de contamination de COVID lors des formations dans chaque salle. Et donc, il y a aussi eu l'installation des dispositifs de lavage des mains avec du savon et de l'eau au niveau de tous les sites. Et dans les pièces où les formations avaient lieu, les salles étaient très bien ventilées, très bien aérées. Et par moment, les formations se tenaient aussi à l'extérieur ou virtuellement. Donc, en fonction, bien sûr, de l'outil de technologie qui existe dans chaque pays ou qui fonctionne bien. Encore, la distanciation entre les participants de 2 mètres était un aspect très important et le port du masque était obligatoire à tout moment, que ce soit dehors, à l'intérieur des salles, partout où les équipes se trouvaient. Et donc, la mise en œuvre des activités de pulvérisation, lors de la mise en œuvre des activités de pulvérisation, il y a eu un renforcement des capacités d'éducation, de sensibilisation communautaire avec les messages liés au paludisme et au COVID. Et cela a permis de montrer aux communautés de comprendre la gravité non seulement du palu, mais aussi du COVID-19 en ce moment, et aussi de réduire les risques de refus liés au COVID-19 lors des activités de pulvérisation. Et donc, bien sûr, au niveau de chaque site, il y a eu un contrôle de santé quotidien des travailleurs saisonniers où il y avait une prise de température pendant la matinée. Donc, avant que chaque travailleur ne commence le travail, il y avait une prise de température juste pour se rassurer qu'il n'y avait aucun symptôme de fièvre ou de maladie avant de commencer le travail. Il y a aussi une désinfection régulière des véhicules, des toilettes vestiaires et aussi des entrepôts où était stocké le matériel ou l'équipement de pulvérisation. Et cela était fait à l'eau de Javel. Bien sûr, il y a aussi eu une distanciation sociale avec les bénéficiaires. Donc, les équipes de pulvérisation ont demandé à ce que les équipes respectent cette distanciation sociale avec les bénéficiaires qui, en général, ne portent pas de masque. Même si les équipes de pulvérisation portent les masques, les bénéficiaires, en général, n'en portent pas. Donc, la distanciation sociale avec les bénéficiaires était aussi un aspect très important qu'il fallait respecter. Et donc, un autre aspect était le fait que les équipes devaient porter l'épi complet lorsqu'ils étaient dans les véhicules. Et cela comprend les visières, le masque, le casque, la combinaison complète, les gants et ainsi que les bottes. Et en plus des équipes de pulvérisation, les équipes de surveillance entomologique aussi utilisaient des masques, des produits désinfectants et des gels hydroalcooliques ainsi que des matériels de stockage des déchets qui sont générés au niveau du terrain. Et donc, le nettoyage de fin de journée est une phase très importante durant les activités de pulvérisation. Et c'est une phase où il est très facile d'avoir un regroupement assez important des équipes de pulvérisation au niveau d'un site à la fois. Et donc, ce que le projet a mis en place afin de remédier à ce problème est de se rassurer qu'il y a eu une arrivée échelonnée des équipes de pulvérisation. Et donc, les équipes arrivaient en groupe, en petits groupes de 5 ou 6, faisaient le rang, comme vous le voyez sur les photos, avant d'avoir accès à l'aire de rinçage. Et bien sûr, il y avait aussi la distance de 2 mètres entre tous les membres de l'équipe lorsqu'ils étaient alignés. Et donc, un aspect que nous avons aussi changé pendant cette année avec la pandémie, donc les techniciens de pompe ont été affectés au nettoyage de l'équipement de pulvérisation tels que les pompes, les visières et les casques.
Au préalable, les équipes de pulvérisation, donc les opérateurs, étaient responsables du nettoyage de leur propre équipement de pulvérisation. Donc, ils étaient responsables de nettoyer leurs pompes, leurs visières, les casques, les bottes, les gants, et ils avaient accès directement à l'air de rinçage. Mais afin de diminuer la présence ou de réduire la présence des équipes de pulvérisation au niveau du site opérationnel et aussi minimiser le temps qu'ils passent au niveau du site. Donc, les techniciens de pompe ont été affectés au nettoyage de certains de ces équipements. Et aussi, les laveuses ont été affectées au nettoyage des bottes, des gants et aussi des combinaisons. Donc, après tout cela, l'air de rinçage ou l'air de lavage est nettoyé en profondeur avec de l'eau de Javel pour éliminer toute trace de contamination. Et aussi, au préalable, les opérateurs étaient responsables de rendre les fiches, les formulaires de pulvérisation et aussi les sachets vides ou remplis d'insecticides qu'ils avaient à la fin de la journée aux magasiniers. Mais nous nous sommes rassurés que les chefs d'équipe étaient en charge de cette coordination et eux, ils coordonnaient avec les membres de leur équipe, récupéraient toutes les fiches ou les formulaires de pulvérisation ainsi que les sachets vides et remplis d'insecticides et les remettaient directement aux magasiniers. Et donc, tout cela représente les mesures que le projet PMI VectorLink a mises en place lors des activités de pulvérisation afin d'éviter réellement les risques d'infection ou de contamination au sein des équipes. Merci. Merci beaucoup, Jenam. Merci à tous les intervenants d'aujourd'hui pour la qualité des présentations. C'est un réel plaisir pour moi de réaliser que toutes les campagnes de pulvérisation intradomiciliaire se sont déroulées de manière efficiente, mais également ont tenu compte de tous les paramètres de sécurité pour toutes les personnes impliquées dans ces campagnes. Je réitère mes félicitations à tous. Nous allons aborder la dernière partie de notre agenda qui concerne la session des questions et réponses. Donc, nous avons déjà notre première question. C'est un cas pour le Burkina. Je pense que Dr Kamp pourra y répondre. Qu'est-ce qui explique l'augmentation des cas dans la communauté non résidente du site pendant le mois de septembre? Y a-t-il eu de la pulvérisation intradomiciliaire au mois d'août dans le site? Dr Kamp, si vous pouvez y répondre. Merci, Awa. Et je remercie également l'intervenant qui a, pas l'intervenant, mais l'auditeur qui a posé la question. Bon, il y a eu des opérations de pulvérisation à partir de juin, mais comme il y avait une population plus nombreuse de travailleurs sur le site, cela aussi, avec le retard, combiné au retard dans la pulvérisation intradomiciliaire, donc je pense que cela a contribué à augmenter le nombre de cas de paludisme que nous avons enregistrés. Donc, durant peut-être ces deux derniers mois. D'accord. Merci, Dr Kamp. La prochaine question est adressée, je pense, à tous les intervenants. Est-ce qu'il y a eu des cas de rumeurs lisant la pulvérisation intradomiciliaire et la COVID-19 dans une quelconque communauté? Si oui, comment cela a été géré? Awa, si tu... Non, je laisse Jenav aller. Okay. D'accord, donc je vais essayer de répondre à la question. Donc, on n'a pas eu quand même connaissance des rumeurs de la COVID, des cas, des rumeurs par rapport à la COVID et la PID.
dans les pays de PMI, par exemple. Mais par ailleurs, il faudra noter qu'il y a quand même eu une certaine peur, n'est-ce pas, au niveau des communautés. Et donc, le projet a anticipé. Et c'est pour cela que nous avons accentué les activités de sensibilisation au niveau de toutes les communautés, là où les messages liés à la PID ou au COVID-19 ont été vraiment intégrés. Et le message a été passé au niveau de la communauté pour vraiment éviter des cas de rumeurs, soit disant que, par exemple, certaines personnes sont tombées malades de COVID à cause de la PID, etc. D'accord. Docteur Roch, merci. Oui, merci, Ginam. Je pense que je m'aligne sur la réponse de Ginam pour dire que pour l'expérience du Bénin particulièrement, on n'a pas eu de relation, de rumeurs mettant en relation la PID et la pandémie. Et c'est vrai qu'on a renforcé la communication, mais par contre, comme je le disais peut-être dans ma présentation, nous, on avait fait une mise en œuvre concomitante, PID, et dans le même temps, il y avait eu les MILD. Par contre, au niveau des MILD, il y avait eu des rumeurs dues au fait que, bon, les MILD seraient venus donc de la Chine, qui était, comme nous le savons, était au cœur donc de cette pandémie. Mais très tôt, il y avait beaucoup donc de spots télé et d'émissions radiophoniques pour sortir cette représentation, cette fausse représentation de la tête donc, des bénéficiaires. Merci. Merci beaucoup, Dr. Roch. Donc, la prochaine question s'adresse à Robert Ba. Il y a un participant qui demande, êtes-vous sûr que ces mesures sont efficaces? Bon, pour ce qui concerne l'efficacité des mesures, on ne peut pas a priori être à 100% certain, mais on peut être sûr que si on met en place tous les protocoles recommandés, on est sûr d'être protégé, de protéger les autres. Parce que le plus important également, c'est de protéger les communautés qu'on veut aider. Donc, c'est pour cela que tout est mis en place. Le process est vraiment mis en place pour éviter qu'il y ait des cas. D'abord, dans la mise en place, les réunions et tout, il faut éviter d'avoir des cas. Voilà un peu ce que je peux dire. Sinon, tout est mis en place, on ne peut pas dire à 100%, mais en tout cas, quand on respecte le protocole, on est sûr d'éviter vraiment de contaminer ou de transmettre le virus. Voilà. Oui, Awa, si tu permets, un petit complément sur ce point aussi. Je peux? Oui, vas-y. OK. Je pense que quand même, il faut remarquer qu'il s'agit des mesures de précaution, des mesures précautionneuses pour minimiser le risque de transmission. Et on peut quand même s'en féliciter parce que pour les expériences, il n'y a pas eu de cas officiels déclarés dans le rang donc, des acteurs impliqués. Et on peut déjà s'en féliciter. Mais cela ne veut pas dire que le risque est là, même sans ces interventions, sans la PID, il y a le risque qui est là. Mais quand même, on s'assure qu'on n'est pas resté les bras croisés et qu'on a pris des mesures pour minimiser au maximum la transmission qui serait imputable aux interventions que nous mettons en œuvre. Merci. Merci, et aussi, pour juste ajouter rapidement à cela, donc il y avait quand même des équipes de supervision qui étaient sur le terrain pour s'assurer que ces mesures qui avaient été mises en place sont réellement respectées. D'accord, merci Guélam. On a une autre question qui nous vient de Dr Sarah de Madagascar. C'est concernant la première présentation, je pense que c'est la présentation de Dr Roch. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre le refus et la pandémie comparé à l'année précédente? Quel est le taux de refus? OK, merci pour cette question. Et comme je le dis,
on a pu maîtriser la question des rumeurs au Bénin lors de notre mise en œuvre. Et donc, je peux me permettre de dire que les quelques cas de refus enregistrés ne sont pas imputables à la pandémie. Ça, c'est d'abord le premier point. Et si je ne m'abuse, les cas de refus, ça dépend des zones. Il y a eu donc des antécédents et puis par endroit, ça se passe très bien, mais il y a quelques poches. Et puis, c'est quand même connu pour ces genres de stratégies. Les refus peuvent ne rien avoir avec la stratégie parce qu'il peut y avoir, par exemple, un opérateur qui a voulu travailler, qui n'a pas pu être sélectionné parce qu'il ne répondant pas au profil. Et pour ça, dans son petit coin, dans son village ou ménage, il donne de fausses rumeurs pour amener les gens à ne pas l'accepter. Donc, les cas de refus que nous avons, c'est lié donc, à ces facteurs. Bon, voilà. Mais dès que l'équipe de supervision est au courant, il y a les élus locaux qui sont interpellés et ensemble avec l'équipe de supervision, on essaie donc de faire le déplacement pour expliquer le bien fondé et puis on essaie de juguler. Ça fait que le taux de refus était vraiment faible. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'était quand même très faible. Merci. Merci, Dr. Roch. Une autre question de Dr. Nouman Diakité qu'il adresse à tous les conférenciers. Donc, il demande qu'après l'avènement de la santé communautaire, est-ce que les agents de santé communautaire sont impliqués dans la pulvérisation intradomiciliaire? OK, c'est Jenna. Dr. Roch, peut-être que vous pouvez intervenir. Dr. Khan, vous voulez aller? D'accord. Bon, moi, je connais beaucoup plus la santé dans le privé que dans le public, mais ce que je pourrais dire, c'est que les agents de santé communautaire ne sont pas impliqués dans ce genre d'opération de pulvérisation, à ma connaissance, au Burkina. Je crois que ces opérations de pulvérisation, en général, ici, l'État travaille avec des structures qui sont en charge de cela. Et donc, en général, ce n'est pas des agents de santé communautaire qui s'intéressent beaucoup plus à des maladies telles que la tuberculose dans la communauté, la lèpre ou encore d'autres pathologies, ou bien peut-être les femmes, la prise en charge des femmes enceintes, donc les sensibiliser pour qu'elles aillent vers les structures de santé pour des consultations prénatales. Mais à ma connaissance, nos agents de santé communautaire ne sont pas impliqués dans la pulvérisation intradomiciliaire, les opérations de pulvérisation intradomiciliaire. Peut-être que Robert Ba pourra plus donner de précision pour l'expérience du Burkina. Oui, si je peux aussi ajouter par rapport aux activités de PID au Burkina pour le projet PMI VectorLink. Donc, nous travaillons au niveau de la communauté et donc nous sélectionnons en général les sites opérationnels au niveau de chaque communauté, au niveau du district. Et donc, on travaille directement avec les agents des centres de santé. Et si vous voyez par exemple au Burkina, les infirmiers chefs de poste, par exemple, sont directement associés à nos activités, ainsi que les médecins chefs qui contribuent à la planification et aussi à la mise en œuvre des activités de pulvérisation au niveau de leur district. Et donc, et même les sites opérationnels, les aires de lavage, etc., que nous avons, c'est au niveau de certains centres de santé que nous les avons placés. Donc, oui, ils sont engagés en général par rapport au projet PMI VectorLink. Ils assurent la coordination, ils assurent la supervision et même la mobilisation matinale. Il y a certains agents de santé qui sont impliqués. Et donc, cela est programmé et planifié bien avant le début de la campagne. Merci beaucoup, Jenam. Merci, Jenam. Et puis, à cette question, si vous permettez, je pense qu'au Bénin, les agents de santé communautaire sont fortement impliqués. Ils ne sont pas non seulement, mais fortement.
parce que ceux-là que nous appelons, il y a les relais communautaires, qui sont impliqués dans la supervision de proximité, parce que c'est des gens qui sont déjà impliqués dans d'autres activités communautaires autres que la PIDE, qui maîtrisent la population et qui sont avec la population tout le temps. Donc, qui sont fortement impliqués, surtout dans la supervision de proximité. Et au niveau de la strate sanitaire, à divers niveaux, les acteurs aussi sont impliqués. Et ça donne quand même une bonne réussite pour ce que nous organisons. Merci. Je voudrais renchérir là. Je voudrais renchérir. Oui. Allô? Je voudrais renchérir un peu ce que le docteur Roch vient de dire. Ici au Bénin, il faut dire que comme il vient de le dire, les relais communautaires sont effectivement fortement impliqués. Et d'ailleurs, pour l'année passée, c'est ces relais que nous avons utilisés à 90% des cas au moins comme des agents mobilisateurs. Parce que c'est eux qui maîtrisent mieux les localités. Donc, nous avons pensé qu'en les utilisant, nous allons améliorer notre mobilisation. Et je pense que c'est une stratégie qui a marché au Bénin. Je vous remercie. Je voulais aussi juste ajouter à tout ce que vous avez dit qui est tout à fait pertinent. Il faut aussi se dire que les populations font confiance à tous ceux qui sont proches d'eux. Donc, je pense que c'est toujours mieux d'utiliser les gens qui sont vraiment les plus proches d'eux lors de ce genre de campagne et d'opération. Merci beaucoup, Robert. Merci à vous tous. Il y a toujours des questions qui continuent à pleuvoir. Donc, il y a une question en tomo. Je pense que Dr. Roch sera satisfait d'y répondre. Donc, la question est dans le contexte du COVID concernant le suivi entomologique de la pulvérisation intradomiciliaire. Quels ont été les défis rencontrés? Merci, Awa, pour cette question. Il faut d'abord rappeler que actuellement, il y a le suivi entomologique occupe une place prépondérante dans l'évaluation de l'efficacité de la PID. Et donc, c'est ça qui nous renseigne de l'efficacité plus. Et on ne peut pas faire une campagne PID sans suivi entomologique. Et pour l'expérience spécifique du Bénin, comme je le disais, il y avait les contraintes liées au déplacement, mais le Centre de recherche entomologique de Cotonou, qui s'en occupe au Bénin, a pu avoir l'autorisation, a pu prendre les précautions aussi contre la COVID pour faire le déplacement et pour collecter les indicateurs primaires sur l'efficacité. Les tests en cône ont été effectués et déjà une semaine après donc l'intervention, et le suivi mensuel continue jusqu'à présent. Et les différents tests, les captures ont été réalisées. Donc, je dirais que sous réserve, sous le contrôle du CREC, que la COVID n'a pas impacté outre mesure le suivi entomologique de la PID au Bénin. Merci. Merci beaucoup, Dr. Roch. Je pense qu'on va passer à la dernière question. On a déjà dépassé largement le temps qui nous est imparti. Donc, Dr. Kong, il y a une question qui demande quel est le produit que vous avez utilisé pour la pulvérisation intradomiciliaire sur votre site. La question est adressée à qui? À Dr. Kong. OK. Oui, donc sur notre site, nous utilisons la Telic 300, donc un produit que nous avons trouvé efficace, en tout cas dans nos opérations de pulvérisation intradomiciliaire, parce que ça a permis de réduire significativement nos cas de paludisme, en tout cas sur le site, sauf que cette année, avec les retards et l'augmentation de population sur le site, donc on a assisté à une inversion de tendance. Mais nous trouvons que ce produit est efficace depuis le temps qu'il est utilisé. Je vous remercie. Merci, Dr. Kong. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Je vois encore plusieurs questions qui viennent, mais avec le temps qui nous reste, nous allons essayer d'y répondre ultérieurement.
Et vraiment, c'est un plaisir de vous avoir tous ici aujourd'hui. Et je tiens à réitérer mes remerciements à tous les participants pour leur présence et les questions pertinentes, et également à tous les panélistes pour la qualité des présentations, ainsi que cette session d'apprentissage qui nous a permis d'approfondir les techniques de pulvérisation ou aspersion intradomiciliaire en période de COVID-19. Je pense que tous les intervenants ont clairement mentionné le besoin de s'adapter à cette nouvelle donne qu'est la COVID-19 dans toutes nos campagnes de pulvérisation intradomiciliaire. Ensemble, nous surmonterons ce défi supplémentaire qu'est la COVID-19 pour fournir une lutte antivectorielle sûre et efficace. Prenez soin de vous et protégez-vous. Bonne soirée. Allez, au revoir.